Maintenant, c'est Valentin Bruel qui nous rejoint pour sa présentation. Il est ingénieur conseil à la société BIAPI en agriculture de précision. Et donc l'exposé va présenter sur la manière de modéliser, spatialiser les reliquats azote sortis hiver dans un objectif de modulation des fertilisations en intra. Parfait, merci pour l'accueil. Donc Valentin Bruel, société BIAPI. Donc BIAPI, c'est une structure nationale spécialisée en agriculture de précision. Et dans ce cadre-là, on est amené à accompagner les agriculteurs à la modulation de doses et notamment à la modulation de l'azote. Donc on a entamé il y a une dizaine d'années une démarche donc avec la coopérative NatUp. L'idée, c'était de multiplier les reliquats sur une parcelle et de voir la variabilité du reliquat en intraparcellaire et de voir si on pouvait modéliser cette valeur. Donc en termes de fertilisation azotée, ce que l'on constate à travers tous les essais qui sont menés dans le réseau, c'est ce type de courbe de réponse. Donc nous, les courbes de réponse à l'azote, on les implante de manière intraparcellaire. Donc là, vous avez l'exemple d'un essai de 2015 en blé. Donc on a implanté deux essais, donc un en terre à faible réserve utile et l'autre en sol profond. Et donc ce que l'on constate, c'est des différences de dose optimale d'azote. Là, vous avez un exemple avec 70 unités d'azote entre les deux types de sols. Et puis, parallèlement, on voit qu'il y a des écarts de rendement. Donc là, en l'occurrence, on a 25 quintaux d'écart sur une même parcelle, une même année, mais entre deux types de sols. Alors, l'expérimentation, elle est venue de ces différentes observations. L'idée, c'est que quand on constate des écarts de dose optimale d'azote sur une même parcelle, on doit pouvoir quantifier cette variabilité, donc des postes de fourniture en azote du sol, et également quantifier la variabilité des objectifs de rendement. Donc on a implanté la parcelle d'essai en 2010-2011. On est sur une parcelle qui fait une trentaine d'hectares, globalement, qui est régulièrement scindée en deux. On a un système cultural qui est assez classique pour le département de l'Eure, donc en Normandie. On a du colza, du blé et du lin. Alors, la parcelle, elle a fait l'objet d'une mesure de conductivité il y a 10 ans maintenant. Vous avez la carte ici, donc on a des zones homogènes de sol qui sont révélées par les mesures de conductivité électrique. Et cette cartographie permet de révéler des zones homogènes de sol, et enfin de localiser des profils pédologiques. Alors, sur la parcelle, on a localisé les points rouges. Donc ce sont des profils qui ont été positionnés la première année de l'étude. Alors, ces points ont fait l'objet d'une fosse pédologique. On a décrit les sols, donc grosso modo sur le secteur au normand, on est sur des sols limoneux-argileux, avec une forte variabilité intraparcellaire. Donc on a des sols qui vont varier en termes d'épaisseur, de profondeur. Les sols ici varient entre 30 cm de profondeur et 1,50 m. La description des sols donc, a été faite sur chaque profil et a permis de calculer des variables pédologiques. Donc globalement, on a pu, avec les différentes observations, texture, charge en cailloux, profondeur d'enracinement, calculer des réserves utiles. Donc là, on a des différences qui vont entre 45 et 180 mm. Donc ça, ce sera un paramètre indispensable ensuite pour pouvoir modéliser, appréhender la variabilité des reliquats. Au niveau du contexte, on a également pris en compte le climat, et notamment la pluviométrie hivernale, qui va être un élément fondamental dans la modélisation de ce reliquat, notamment avec des questions de lessivage hivernal. Et donc la première année de l'étude, donc en 2010-2011, on a localisé 12 points de mesure. Donc ce sont les points noirs que vous avez sur la carte. 12 points de mesure de reliquat qui chaque année font l'objet d'une mesure, donc sur 1, 2 ou 3 horizons. Les prélèvements sont faits de manière classique, par tarière automatisée. Ils sont analysés le jour même sur échantillons frais par Proxylabo. Alors on va commencer par la partie résultat descriptif, et ensuite on verra la partie modélisation. Alors ce qu'on observe donc sur les 9 années, enfin les 9 campagnes de mesure, puisqu'on a une campagne où on n'a pas eu de mesure de reliquat,
La première chose, c'est que là, on a représenté sur le graphique, donc chaque histogramme représente les 12 points de mesure, donc toute année confondue. Donc quand on dit toute année, c'est toute pluviométrie confondue, sachant qu'on a des écarts de pluviométrie hivernale qui sont assez conséquents. Je ne l'ai pas précisé juste avant, mais on a des hivers qui vont entre 160 mm et 330 mm. Hein. Donc quand on parle de pluvio hivernale, c'est 1er septembre, 31 janvier. Donc là, le graphique représente les 12 points de mesure qu'on a classifiés par type de sol. Donc on a les sols profonds en bleu, les sols intermédiaires, puis les sols plus légers en orange. Donc on les classe par réserve utile décroissante. Et ce que l'on voit déjà, c'est des niveaux de reliquat qui sont différents. Donc on va retrouver des reliquats autour de 35 unités en sol profond, jusqu'à des reliquats de 15 unités en sol à faible réserve utile. Ça, ce sont des grandes moyennes. Donc comme je l'ai dit, ce sont les 9 années qui ont été confondues dans chaque histogramme. On peut observer certaines années, quand les niveaux de reliquat sont très élevés, on peut observer des variabilités intraparcellaires de l'ordre de 30 à 35 unités d'azote. Donc ça, c'est pas anodin, il faudra le prendre en compte dans la modulation, dans l'optimisation des pratiques de fertilisation azotée. Le deuxième résultat principal, c'est la variabilité interannuelle. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. On a des années qui se suivent et qui se ressemblent pas forcément. Donc là, on a repris les 9, sur le graphique de gauche, on a les 9 campagnes de mesure, donc avec des niveaux de reliquat qui sont, on va dire, très variables d'une année à l'autre. On a des années à fort niveau, donc 2012, 2017, des années intermédiaires comme 2013 ou 2019, et puis des années où les reliquats sont complètement bas, des niveaux très faibles, comme les reliquats que l'on a vus l'an dernier, par exemple. Alors cette variabilité interannuelle, elle est principalement exclusivement due à la pluviométrie hivernale et le contexte cultural, puisqu'on a des cultures qui se suivent, des précédents qui se suivent, et donc on a des niveaux de reliquat qui peuvent être différents sur un colza par exemple par rapport à un blé. Alors cette variabilité entre cultures et de manière interannuelle, entre différentes années climatiques différentes, elle peut atteindre 60 unités. Donc ça également, en voyant que le reliquat varie potentiellement très fortement entre années, donc quand les niveaux sont élevés, et que ce reliquat également va varier de manière intraparcellaire assez fortement, on est allé vers imaginer une modélisation de ce reliquat pour éviter de multiplier les mesures, ce qui est évidemment économiquement pas pertinent pour un agriculteur. Alors on a utilisé un modèle qui est calculé en routine par le logiciel Epicless depuis plusieurs années. Donc on a adapté ce modèle, on a utilisé ce modèle en partant du principe assez simple. Notre méthode, c'est une mesure de reliquat sur un sol profond, puisque ce sont les sols qui sont à forte réserve utile qui vont porter qui vont le plus porter la valeur du reliquat. Et on va appliquer à toutes les autres zones de notre parcelle un coefficient de lessivage, donc qui est issu de la méthode de Burns. Et donc ce coefficient de lessivage va être important puisque c'est lui qui va déterminer les reliquats sur toutes les autres zones de la parcelle. Alors le coefficient de lessivage que l'on utilise, il est très important puisqu'il va faire appel au calcul d'une lame d'eau drainante. Donc l'eau drainante, elle va directement être reliée à tous les paramètres pédologiques que l'on aura observés et mesurés dans les profils. Donc les épaisseurs d'horizon, les charges en cailloux, les textures, et ensuite les calculs de réserve utile. Et ce calcul d'eau drainante va également faire appel donc, à la pluviométrie hivernale, qui varie, ce que l'on a vu juste avant, qui varie fortement d'une année à l'autre, et aux caractéristiques agronomiques, on va dire, culturales de la parcelle. Donc on a des cultures entre un blé et un colza qui ne vont pas consommer la même quantité d'eau en hiver et pas consommer la même quantité d'azote sur la période hivernale. Alors on a modélisé pour nos 96 mesures, hein, puisque depuis le début de l'étude, on accumule 96 mesures de reliquat en intraparcellaire. Donc on a modélisé nos mesures avec le modèle qui est décrit en haut à gauche de la slide. Et donc là, on obtient un modèle qui est très satisfaisant, qui est très prédictif, robuste, avec un bon R carré. L'idée, ce sera d'expliquer certains points qui peuvent s'éloigner du modèle, donc comprendre pourquoi on a des points qui s'éloignent
et essayer d'améliorer justement ces écarts au modèle. Ça, j'y reviendrai juste après. On a d'abord voulu, dans un premier temps, comparer ce type d'approche. Finalement, c'est de la spatialisation des reliquats avec un modèle. Donc là, on retrouve la courbe de corrélation qu'on a vue juste avant. Et on l'a comparé avec une mesure de reliquat à la parcelle. Donc ça, c'est un scénario assez classique qui est pratiqué. L'agriculteur fait une seule mesure de reliquat, donc il va parcourir toute la parcelle ou alors un point spécifique de la parcelle et il va diluer ce reliquat par rapport aux différents types de sols qu'il a. Donc là, on a représenté toutes nos mesures face à une mesure moyenne de la parcelle en question. Donc là, on a des valeurs qui s'écartent du modèle quand elles sont élevées. Et enfin, on a comparé notre modélisation et spatialisation avec un autre type de spatialisation. C'est l'hypothèse que l'agriculteur spatialise ses reliquats puisqu'il dispose d'une carte de sol, mais il va spatialiser les reliquats en récupérant des références régionales. Donc ce sont des références qui sont établies par rapport à des vraies mesures, faites par les agriculteurs, recensées par les OPA. Donc ces références, elles sont construites par type de sol, par culture, par le précédent. Donc on a récupéré toutes les références qu'on avait par rapport à nos différentes caractéristiques parcellaires, et on a mis en face ces références par rapport aux mesures. Donc là, on a une corrélation qui est encore moins bonne, simplement parce qu'on va comparer un agriculteur, une parcelle avec une pratique de fertilisation très précise, on va dire, on va le comparer à une population d'agriculteurs, et donc toute pratique de fertilisation confondue. Donc simplement pour dire que ce modèle-là, on en est satisfait, on va essayer de continuer on va continuer à l'utiliser, et ça nous conforte dans l'idée qu'il faut spatialiser le reliquat, puisqu'on observe des variabilités en intraparcellaire, et que la modélisation permet également de spatialiser, et puis ensuite d'aller à l'optimisation des pratiques. Alors pour revenir aux écarts que l'on a observés sur le modèle et sur notre spatialisation de mesures, on a déterminé 3 paramètres en fait, qui vont expliquer les écarts au modèle. Alors ce qui est le plus significatif finalement, c'est la culture. Ensuite, on a des paramètres type pluviométrie et type de sol qui sont significatifs. Donc on va se concentrer sur l'aspect culture. On a recréé les corrélations, donc valeur observée, valeur estimée, sur chacune des 3 cultures, donc blé, colza, lin. Donc sur lin, on a un peu moins de références, parce que le lin, en revenant moins souvent dans la rotation, on a beaucoup moins de références. Sur le blé, il n'y a pas forcément de problème particulier observé, donc on a une bonne corrélation, une pente qui est proche de 1. Donc finalement, on n'a pas forcément de biais d'estimation pour la culture du blé. Et on a des écarts absolus, donc l'écart absolu, c'est des écarts entre estimation et observation, donc mesures qui sont systématiquement positives. Donc les écarts vont atteindre à peu près 15 unités en blé. En colza, on a un petit peu plus de problèmes, donc c'est on va s'attarder un petit peu plus sur les problèmes liés au colza et au lin. En colza, on a une corrélation qui est moins bonne, avec une pente qui est un petit peu, qui est supérieure à 1, donc finalement, en colza, on observe plus de sous-estimation du reliquat. Et en lin, c'est l'inverse, on a une pente inférieure à 1, donc plutôt des surestimations, et puis des écarts qui sont assez conséquents, qui peuvent atteindre 20 unités d'azote. Alors nous, on émet l'hypothèse principale, alors on retravaillera cette question-là sur d'autres types d'expérimentation, mais l'hypothèse, c'est que le modèle que l'on a utilisé considère que le développement végétation est homogène à la parcelle. Sachant qu'on sait pertinemment qu'on a des écarts de développement de végétation en intraparcellaire. On peut observer des différences de développement entre des petits, des gros et des moyens colza. Pour le lin, c'est la même chose, ça ne va pas forcément être lié directement au lin, mais plutôt à l'interculture qui va précéder le lin, qui peut être hétérogène en termes de végétation. Et donc ça fait que on a plus d'écart d'estimation du reliquat, puisqu'on ne prend pas en compte cette hétérogénéité de développement végétatif qui induit systématiquement une hétérogénéité dans l'absorption de l'azote et de l'eau. Alors pour terminer, donc il y a 2 points importants, c'est qu'on sur la parcelle en question, donc on est vraiment sur un contexte très spécifique, très ciblé sur une seule parcelle. On a observé donc une hétérogénéité plus ou moins marquée selon les années.
donc qui peut atteindre 30-35 unités entre deux types de sols différents. On a un modèle de spatialisation, donc lui qui nous paraît, encore une fois, sur ce contexte-là très particulier, qui nous paraît précis, qui va apporter de la précision pour l'agriculteur. Donc derrière, il y a des intérêts qui sont techniques, évidemment, puisqu'il va optimiser ses pratiques. Il y a des intérêts économiques, mettre de l'azote là où il faut et lever le pied sur des endroits où pertinemment on sait qu'il y a moins besoin d'en mettre. Et puis ça fait appel également à des intérêts environnementaux, puisqu'on va limiter les pertes par lessivage sur des zones à plus faible potentiel. Et également, ça fait référence à toutes les questions qu'on a en ce moment sur les enjeux carbone. Simplement pour terminer, donc on va continuer ce type d'expérimentation. On espère essayer de déployer ce type d'approche sur d'autres secteurs, d'autres parcelles à contexte pédoclimatique plus varié. Et puis on essaiera de porter plus attention à certaines cultures qui peuvent amener des écarts au modèle, notamment en termes de variabilité de biomasse. Voilà. Écoutez, merci pour votre attention et je suis ouvert à toute question.